Voilà, J-5 avant le début des JO de Rio, des Jeux qui ne démarrent pas sous les meilleurs auspices. On en parle dans notre grand angle. Plage de Copacabana. Un matin comme les autres pour les cariocas. Pourtant, dans moins d'une semaine, Rio accueille les Jeux Olympiques. C'est une première en Amérique du Sud. Un nouvel événement planétaire 2 ans après la Coupe du Monde. Une organisation qui divise la population locale. Le monde entier est à Rio. Que demander de plus? On ne peut être que reconnaissant d'avoir cette opportunité d'organiser les JO. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Les gens sont focalisés sur les Jeux, mais il y a d'autres priorités. Les hôpitaux, les soins de santé. Les JO cachent les vrais problèmes de la ville. Une ville sous haute sécurité, des militaires, des policiers. Ils sont 85 000, tous déployés autour des sites olympiques. Des stades finis en dernière minute, les travaux ont pris du retard. 600 plombiers ont même été rappelés en urgence pour finaliser le logement des athlètes. On sent bien qu'ils sont encore dans l'organisation, dans la préparation et que les Jeux n'ont pas encore vraiment, ou en tout cas que les Jeux n'avaient pas encore vraiment commencé. Il faut dire que le Brésil vit des heures difficiles. Le pays est en crise, une crise politique, économique, mais aussi sanitaire. Le virus Zika a provoqué une vague de forfaits et ce n'est pas la seule source d'inquiétude. Dans la baie de Guanabara, juste derrière moi, c'est la qualité de l'eau qui laisse à désirer. Une eau polluée, des conditions sanitaires inquiétantes pour les nageurs et les skippers, à tel point que plusieurs experts ont chaudement recommandé à ces athlètes de garder la bouche fermée pendant leur compétition. Et pourtant, à quelques mètres de là, nous rencontrons Pedro. Il se baigne en toute tranquillité dans la baie. Alors, elle est comment l'eau? Elle est bonne, elle est chaude. La pollution de l'eau ne vous fait pas peur? Non, non, elle est propre, elle est vraiment bonne. Il y a beaucoup moins de déchets qu'avant. La pollution a diminué grâce à l'installation de barrages. Ça a permis de bien nettoyer la baie. Nettoyer en surface mais pas en profondeur, interdiction de boire la tasse. Côté mobilité, les navettes circulent et le métro roule. La nouvelle ligne du métro de Rio a été inaugurée hier à 5 jours de la cérémonie d'ouverture. Voilà, une organisation chaotique pour ces JO. On vient de le voir dans ce reportage de Kevin Papen. Et nous avons le plaisir de recevoir Virginie Jacoberger-Lavoué, journaliste, et qui vient de sortir ce livre. Ils sont fous, ces Brésiliens. Alors Virginie Jacoberger-Lavoué, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils sont vraiment fous? En plus, ils n'ont pas de potion magique, pour reprendre le titre de ce livre. Ça va mal quand même là en ce moment à Rio. Ils sont fous et en tout cas on espère qu'ils ne sont pas foutus parce qu'effectivement malheureusement ce pays va mal. On va dire, je pense que c'est la première fois à ma connaissance que un pays hôte des Jeux Olympiques, donc les Jeux Olympiques démarrent dans quelques jours, traverse à la fois une crise qui est économique avec une récession pratiquement sans précédent on annonce et en même temps pour l'an prochain, politique et économique. Donc c'est quand même, vous savez, on ne danse pas la samba impunément au-dessus d'un volcan. Et aujourd'hui, le Brésil se trouve un peu face à lui-même. En tout cas, Rio de Janeiro, la ville qui va accueillir ces Jeux, donc la cérémonie d'ouverture est au stade, le fabuleux stade Maracanã, le 5. On sait que les Brésiliens ont vraiment le sens de la fête et sans doute la cérémonie d'ouverture sera spectaculaire. Ça, là-dessus, on peut compter sur eux. Mais le contexte général est vraiment désastreux et Rio de Janeiro est une ville dans un état financier catastrophique. L'État est tombé en... Oui, c'est déclaré en état de calamité publique. Tout à fait. C'est bien ça. Est-ce que calamité budgétaire, voilà. Parce qu'en fait, en gros, ils sont au bord de la banqueroute. Et pour finaliser les Jeux, il faut bien se rendre compte que si l'État, le gouvernement intérimaire du président Temer actuellement, n'avait pas renfloué les caisses, je pense qu'il n'aurait pas pu achever les travaux. Alors globalement, les sites sont à peu près achevés, mais on a quand même des petites interrogations. Vous avez vu de quelle manière les athlètes sont accueillis de manière désastreuse. Il y a beaucoup de polémiques sur le village olympique. Oui, il y a vraiment des problèmes. Et tout en sachant, ça c'est le scandale des Australiens, mais tout en sachant que plusieurs délégations sont en train d'arriver et qu'on risque de voir ce phénomène se reproduire parce que tout s'est fait à la hâte, dans des conditions désastreuses. Comme le rappelait aussi votre journaliste dans le reportage,
reportage, l'histoire de la ligne de métro qui est vraiment fondamentale. Parce qu'en gros, cette ligne de métro... Vous le dites dans votre livre. Tout à fait. En fait, elle rejoint les fameuses plages qu'on connaît, le centre de Rio, à la zone de Barra, où va y avoir le village olympique et le stade. Et c'est très compliqué en termes de circulation automobile. C'est presque 18-20 km. Donc ce tronçon vient d'être achevé, comme vous le voyez, avec les officiels s'en félicitent. Le maire de Rio a parlé de miracle. Attendons de voir si c'est vraiment un miracle, parce que le tronçon n'est pas exactement le tracé, il ne suit pas tout le tracé qui était... et pour l'instant, et en plus, il va être réservé non pas aux Brésiliens, qui, je vous le rappelle, à 62% refusent, en tout cas n'attendent rien des Jeux tellement ils pensent que le Rio va avoir une image négative et le pays aussi avec ces Jeux. Hein. C'est un sondage qui est sorti il y a 3 jours. Mais en tout cas, comme le montre votre reportage et comme je l'explique dans le livre, malheureusement, la population, on l'avait vu avec les émeutes en 2014, donc les gens sont sortis. Pourquoi ? Parce que c'est une classe moyenne est apparue dans ce pays. On n'a absolument rien fait pour eux. Donc la santé est désastreuse, l'éducation, il y a un manque à gagner. Est-ce que c'était vraiment ça la priorité, justement ? Après les JMJ, après le mondial, avec ces JO, est-ce qu'on n'a pas laissé de côté justement toute la politique sociale de réduction des inégalités ? C'est ce qui a été dénoncé par de nombreux Brésiliens. Parce que si vous voulez, le paradoxe du Brésil, c'est qu'on n'arrête pas de parler de cette classe moyenne. Cette classe moyenne, elle existe. Aujourd'hui, elle est dominante dans le pays. Mais très disparate aussi, cette fameuse classe C. En même temps, ça reste un des pays les plus inégalitaires parce que vous avez toujours une élite et vous avez à peu près quand même un tiers de la population qui vit toujours dans les favelas. Parlons de ces favelas à Rio. C'est quand même, on se dit favela des bidonvilles, pas du tout. Il y a plus de 1000 favelas. C'est l'équivalent des villes. On appelle ça des complexes de communautés parce que le mot favela n'est souvent pas employé au Brésil. Et en fait, c'est des communautés de 140 000 habitants. Et aujourd'hui, il y a une recrudescence significative de la violence depuis le début de l'année, qui est sans doute bien plus une menace pour la ville de Rio que ne l'est le terrorisme, même si personne aujourd'hui, malheureusement, dans l'état actuel du monde, ne peut se prévaloir d'un risque de menace terroriste équivalent à 0. Le risque existe. Mais on va dire que là-dessus, le contexte est peut-être quand même un peu moins compliqué, et en tout cas que peut-être la France est plus une cible, même s'il y a la visibilité des Jeux Olympiques. Rio, en tout cas, est en train de s'organiser. On l'a vu à travers des arrestations de terroristes, en tout cas qui préparaient une petite cellule, mais ça reste minime. Sur un pays de 200 millions d'habitants, il y a à peu près une centaine de sympathisants et islamistes extrémistes. Donc, si vous voulez, c'est quand même plus facile à juguler qu'un vrai problème. En revanche, les gangs qui sont du narcotrafic, et je vous rappelle, parce que ça, c'est la première fois qu'on en parle dans un livre en France. Le livre évoque l'affaire Lava-Jato, donc la fameuse scandale de corruption des politiciens à travers Petrobras. C'est plus de 4 milliards d'euros. Ce n'est qu'une petite partie du scandale Petrobras. Cette affaire, elle a été déclenchée en mars 2004. Elle va se poursuivre. Elle continue. Aujourd'hui, vous voyez un certain nombre d'hommes politiques, y compris au sommet de l'État, qui sont poursuivis. Et vous avez donc un contexte politique qui est extrêmement défavorable et déstabilisant. Il faut rappeler donc que Dilma Rousseff a été suspendue de son poste de présidente. On attend toujours une décision, peut-être en septembre, a-t-on dit. L'ex-président Lula, qui va être finalement jugé pour entrave à la justice dans le scandale Petrobras. Il y a vraiment énormément... Dans mon livre, puisque par exemple pour ce qui concerne Lula, donc c'est une entrave, en fait, on pense qu'il a essayé de faire pression sur un des témoins. Alors il faut savoir que dans l'affaire Lava-Jato, ce qui a été extrêmement compliqué pour moi et pour d'autres journalistes, et des journalistes brésiliens aussi sur place, c'est que dans Lava-Jato, il ne faut jamais oublier que ces fameuses délations de l'affaire, elles partent de politiciens qui, en fait, négocient des remises de peine. Donc, forcément, il faut vérifier un peu ce qu'ils racontent dans leurs propos pour négocier des remises de peine. Ceci étant, comme je l'explique dans le livre, dès le départ de cette affaire, il y a un dénommé Youssef bien avant la personne dont il est question pour l'entrave. Donc, en fait, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs fois, y compris Dilma et d'autres politiciens, Kuna, n'en parlons pas, où on se dit qu'à un moment donné, les politiciens ont fait pression, et il y a même des preuves, puisqu'il y a eu des écoutes sur ces témoins. Et sachez que, par exemple, le fameux Delcidio, aujourd'hui, certains disent il est acheté et tout, c'était quand même un ancien membre du PT. Et au départ, cette personne ne veut pas du tout... Le parti de Dilma Rousseff et au départ ne veut pas du tout parler. Il parle parce qu'à un moment donné, il est coincé, il est pris dans un engrenage. Mais justement, vous faites la description dans votre livre d'une classe politique
corrompu. Il y a un moment quand même assez hallucinant où vous rappelez en fait le moment où les députés votent en faveur de la procédure de destitution pour Dilma Rousseff. Moment assez hallucinant dans les discours des parlementaires qui ne parlent absolument pas du fond de l'affaire, mais de leurs épouses, d'un peu tout et n'importe quoi. Et vous rappelez aussi que sur les 513 députés brésiliens, 299 font l'objet d'une poursuite judiciaire. Tout à fait. Ils sont soit poursuivis, c'est grave ça quand même en termes de démocratie. Soit ils l'ont été. Ça prouve à quel point aujourd'hui le Brésil traverse une crise politique, parce que malheureusement, oui, c'est vrai que dans l'affaire de la destitution, d'abord ça touche Dilma et un problème de compte budgétaire. Donc ça, oui, c'est une chose. On l'accuse d'avoir maquillé les comptes budgétaires. Voilà, tout à fait. Pour se faire l'affaire réélire. Lava Jato, elle concerne directement son parti, parce qu'il y a deux grands partis. En gros, il y a le parti du PT et le parti du PNDB, qui est le plus grand parti brésilien, qui sont principalement, en tout cas, c'est eux pour le moment, au stade de l'enquête qui est démarrée en 2014, qui sont touchés. Mais malheureusement, la corruption est endémique au Brésil. Elle touche tous les partis. Et pour ce qui est, c'est un chapitre que moi j'ai appelé, ce que vous vous rappeliez, Dilma et les corrompus, parce que ce procès, enfin la manière dont ça a été géré au Sénat était absolument scandaleux et pas digne d'une démocratie mature. Et aujourd'hui, vous savez, le Brésil est quand même une jeune démocratie. C'est la deuxième destitution qui, en tout cas, est en cours. Il faut que ce pays se relève très vite. Voilà, je trouve quand même qu'il y a... Peut-être que le pays s'est illusionné, en fait, pendant toutes les années. Lula, tout allait très bien. C'était un pays émergent qui marchait ce pays très, très bien. C'était quand même un des pays que le monde entier admirait le voilà, plus. C'était un modèle. Un modèle qui suivait la Chine à 7,5 de croissance. Vous vous rendez compte de la dégringolade qu'ils ont fait? Ils ont perdu 13 points de croissance en l'espace de même pas 10 ans. Et justement, dans votre livre, on a l'impression que le pays s'est rendu compte de sa dégringolade, comme vous le dites, au moment du match du Brésil contre l'Allemagne, où le Brésil a perdu 7-1. Et là, en fait, on a l'impression qu'il y a cette prise de conscience. Est-ce que c'est ça pour vous ? En tout cas, ce qu'on peut dire, parce que moi j'étais sur place, c'est que la Séleção, la défaite à 7-1 contre l'Allemagne, c'était quand même juste un drame national et que c'est un peu, oui, ce jour-là, le Brésil s'est retrouvé face à lui-même. Il n'empêche que la dégringolade, elle a commencé un peu plus tôt, elle a commencé en 2012. N'oubliez pas que bien évidemment avant, il y avait la crise mondiale de 2008-2009. Le Brésil un Brésil très dépendant de la Chine aussi. Choc, oui, parce que très dépendant de ses matières premières. Où évidemment, alors c'est aussi toute la question, le Brésil est un pays extrêmement riche, c'est une puissance importante. La 7e est peut-être un peu moins aujourd'hui avec tous les déboires que ce pays traverse, mais en tout cas, c'est un pays qui a extrêmement de potentiel. Il faudrait juste qu'il mette un peu d'ordre, c'est sa devise, qu'il l'a emprunté aux positivistes français, un peu d'ordre et progresso. Donc l'ordre et le progrès, un peu plus. Alors, très rapidement, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration de Georges Clemenceau que vous citez dans votre livre? Est-ce que le Brésil est un pays d'avenir qui le restera longtemps? C'est un peu perfide. Rapidement. Il le restera pendant quelques années et sans doute, il a tout le potentiel pour faire mieux. Voilà. Merci Virginie Jacoberger-Lavoué d'avoir été notre invitée. Votre livre, Ils sont fous, ces Brésiliens, est publié aux éditions du Moment. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.